Le monstre Thomas Spinal n'attendra pas John Jones, il défendra sa ceinture intérimaire face à Curtis Blades. Thomas Spinal a 7 victoires à l'UFC, 7 finishes, 6 au premier et 1 au deuxième round. Son unique défaite, lorsqu'il se blesse au genou après 15 secondes de combat contre Curtis Blades. Curtis, c'est 18 victoires en carrière, dont 13 par KO, et la plupart grâce à sa très bonne lutte et son vicieux ground and pound. L'analyse, c'est maintenant avec Brian Boulan. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à unibet.fr pour leur confiance. Grâce à notre lien en description, vous obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € lors de votre inscription. On vous le répétera tout le temps. Si vous décidez de vous lancer dans les paris sportifs, s'il vous plaît, faites-le avec une approche récréative de manière responsable. Faites comme nous, voyez ça comme un moyen de devenir encore plus fan de notre sport qui nous passionne tous en analysant davantage tous les combats et en étant plus engagé quand vous les regardez. Ne voyez surtout pas ça comme un moyen de vous enrichir. Brian, je sais pas par où commencer. J'étais tellement frustré par la blessure d'Aspinal lors de leur premier combat car j'étais ultra hype et je le suis toujours. On va faire simple. Thomas Spinal, l'un des rares combattants à l'UFC à être à la fois complet et réellement excellent partout. Tu le dis très souvent, quand les combattants sont complets, en général, voilà, ils sont pas excellents partout. Ici, on fait pas, enfin, selon moi, Aspinal, ça fait partie un peu de la catégorie Topuria, Makhachev, voilà. Complet, excellent partout. Blades, de l'autre côté, un spécialiste dans l'aspect lutte, contrôle et jeu offensif au sol, qui semble avoir cherché à devenir complet en bossant son pied-point. Est-ce que on est bon sur ce point d'entrée? Ouais, je pense. Blades, je pense quand même qu'on pourrait apporter un peu plus de nuances. Ouais. Parce que je trouve qu'il a une lutte quand même qui est assez prévisible, tu vois. Il rentre énormément avec ce qu'on appelle des blast double leg. Ouais. Mais j'ai l'impression que si tu regardes les moments où il cherche à mettre au sol, c'est vraiment en fonction des profils qu'il a en face. Tu vois. Okay. Donc tu crois qu'il prépare ses entrées en lutte et ses finishes en lutte sur base du profil adverse? Ouais, je pense que c'est un gars qui au final a fait une vraie reconversion en MMA, tu vois, et que c'est pas tant qu'il soit tombé amoureux de son striking qui explique qu'il l'utilise moins sur ses derniers combats. C'est plutôt, je pense, que les mises au sol étaient plus compliquées et donc il a privilégié rester debout, tu vois. Ok, ouais, ça me semble. Ouais. On pourra en reparler, mais en tout cas, quand je vois certains adversaires où on aurait pu se dire non, mais il doit le mettre au sol, comme Pavlovich, eh bien, je ne pense pas qu'il avait les armes pour le mettre au sol, tu vois. Je pense qu'on veut partir d'un combattant complet quand on voit ces différents combats, et il choisira un petit peu la dimension qui lui convient le mieux pour pouvoir avoir le plus de chances de gagner, tu vois. Ok. Ouais, ça, je pense que l'autre exemple, c'est justement le combat où je me suis dit, ok, il cherche à devenir complet, c'est contre Chris Daukaus. Alors, Chris Daukaus, je sais même pas s'il est encore à l'UFC, mais clairement, Blades fait un très très bon travail debout contre Chris Daukaus et il le finalise, je pense, dans la deuxième reprise. Et ça montrait un bon pied-point. Maintenant, il n'excelle pas, je pense, en striking. Il a un striking suffisant pour gagner des combats debout. Mais on en parlera peut-être contre Aspinal. Pour moi, c'est pas sa route vers la victoire. Tant qu'on est sur Blades, continuons son profil. 18 victoires, 4 défaites en carrière professionnelle, dont 13-4 à l'UFC. Il était donc arrivé en invaincu. Aucune soumission, ni dans ses victoires, ni dans ses défaites. 13 victoires par KO et les 4 défaites sont toutes par KO. Il n'y a pas de défaite à la décision de son côté. Tu l'as déjà un peu décrit. Debout, justement, comment est-ce qu'on le décrit? In and out? Ouais, je pense. Contreur, je dirais, mais on va revenir dessus. Je pense que c'est un gars qui cherche aussi un peu les contres. Ouais. Sans le résultat escompté, par contre. Je trouve que debout, il n'y a pas beaucoup plus à dire que ça. Il bouge pas mal pour un poids lourd. Il bouge pas mal. Ouais. Je trouve pas son footwork extraordinaire.
Bah, Ça lui convient, mais c'est pas, voilà, c'est pas de la plus haute qualité. Tu peux pas comparer ça à un non. Cyril Gane, par exemple. Bon, évidemment, Bah, ça dépend, ouais. En gros, ça se voit qu'il bosse sur son footwork. Donc, il va faire des changements de garde, ouais, ce qu'on appelle des shifts. Il va se déplacer sur les latéraux, ce qui est quand même un footwork un peu plus avancé. Par contre, pas du tout avec le résultat escompté, quoi. ouais, Donc, il va se déplacer et puis, soit pas suffisamment, donc il reste en face. On l'a vu contre Volkov, donc il aime bien, par exemple, être en exactement. gaucher et puis passer en droitier, tu vois, pour avoir un peu plus d'angle. Mais mais il n'y a pas de résultat escompté, donc voilà, donc tu te demandes un tout petit peu à quoi ça sert, tu vois. Exact. Et en Mais plus, c'est dans ce combat-là que je me suis vraiment posé, enfin, que j'ai vraiment eu le déclic en disant, ouais, ok, son footwork, il est pas oufissime. bah, Il essaye, enfin, voilà. il fait des choses, hein. Comme tu dis, il est assez léger sur ses appuis. Il rentre, il sort, il est capable de Ouais, se déplacer latéralement, ce qui est plutôt rare pour quelqu'un qui travaille beaucoup en ouais. entrée-sortie. C'est généralement plus linéaire. Mais Mais il est pas il ouf. y a pas l'efficacité Non, qui vient voilà. réellement avec. Ouais, Mais ça se voit en tout cas qu'il y a un travail dessus. ouais, Ça se voit qu'il bosse sur son footwork. Alors, il a peut-être pas assemblé, on va dire, toutes les pièces du puzzle pour pas que ça ressemble juste à de la danse, tu vois. ouais. Parce que c'est ça, en fait, la question du footwork, c'est pas, on voit souvent en boxe anglaise les gars qui se déplacent, qui font des petits switches de jambes et tout. Mais ça ressemble vite à de la danse si c'est pas pour obtenir quelque chose derrière. Chaque chose qu'on fait doit avoir un objectif derrière. Voilà. Et donc là, pour moi, il est un petit peu sur cette zone-là, Hmm. à travailler son footwork, mais pas encore à l'avoir accroché à de l'efficacité et que ce soit efficient dans la cage, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Je m'aligne à ça. Je trouve, j'avais le terme pendant que tu parlais et puis je l'ai perdu. Mais c'est pas très grave. En tout cas, on va dire il y a le travail qui est fait. On voit la qualité qui commence à venir, les Mm. choix du travail sur le footwork et les types de déplacements Ouais, qui sont bons, hein, sont en bons, soi. Mm. mais il n'y a pas encore, ça n'accroche pas encore avec ce qu'il veut Mm, en mm, mm. tirer comme bénéfice. À part ça, il shoot à l'ouvert, comme tu l'as dit. Est-ce que tu considères sa lutte à la cage comme de haut niveau ou vraiment la grande force de sa lutte, c'est à l'ouvert, les power blasts, voilà, tout ce qui ne nécessite pas la cage. De haut niveau, peut-être pas. Après, je pense qu'elle est relativement efficace dans sa catégorie. Ouais, Donc, tu vois, contre Volkov, il attaque en blast, il met à la cage. Tu dis, ouais, le takedown, il est terminé, vu ses positionnements et tout. Et finalement, il réussit, même dans la fatigue, avec des petits crocetages, avec des single legs. Donc, au-delà de l'aspect esthétique, on va dire, on y voit quand même une certaine efficacité. mhm. On l'a eu sur son combat aussi contre, comment il s'appelle, qu'il a mis pas mal de fois au sol. Volkov, Mince. c'est son record, hein, c'est Shamil Abdurakhimov. ouais, pas Il y a Abdul, eu, Shamil. Shamil. Ouais. Il y a eu des takedowns, voilà, esthétiquement, c'était pas ouf. Mais il les obtient. Mais il les obtient. Donc, Mais c'est pas non plus des gars qui ont une takedown defense ultra réputée. oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, voilà, je pense que, vu de l'extérieur, on peut aussi se poser la question. Tu peux pas te dire, ouais, non, il est mauvais en lutte, Non, non, non. dès que c'est au clinch. Il y a du résultat. Peut-être que là, c'est l'inverse vis-à-vis de son footwork. Esthétiquement, c'est pas ouf, mais c'est efficace, quoi. Hmm. Et ça, je pense que c'est lié aussi avec son expérience derrière. Ouais. Et statistiquement, voilà, c'est un shooter proactif, j'ai appelé ça comme ça. Mhm. Il a quasi 4 takedowns tentés par round, dont la moitié passe. Statistiquement, c'est plutôt pas mal, hein. Ça veut dire que ouais, t'as 4 shoots qui viennent sur toi en moyenne sur un round. Mhm. Ça fait un toutes les minutes 15, quoi. Et Mhm. t'en as 2 qui vont réussir. Donc c'est pas pour rien qu'il est dans le haut du classement. Quand on regarde Ouais, cette ouais, ouais. stat-là, en tout cas. Au sol, une fois que c'est au sol, je trouve qu'il a un très bon contrôle et je trouve qu'il a un très très bon ground and pound. Il fait partie de ceux qui ont, ouais, dans la division, en tout cas, il fait partie du top 3 des mecs avec un ground and pound qualitatif, je trouve, Mhm, mhm. sans problème.
Entièrement d'accord. En point d'amélioration. Euh... Il y en a qui disent son menton. On va peut-être commencer par là. Il y en a qui disent son menton. Alors, prendre un KO contre Ngannou, prendre un KO contre Derrick Lewis, ça va. Se faire arrêter par l'arbitre entre 2 rounds contre Ngannou, ça va. Et son quatrième, c'est quoi? Mince. Quatrième KO qui s'est pris contre le Russe. Pavlovich, ouais. Pavlovich. Et prendre KO contre Pavlovich. Voilà, donc c'est sur le jab de Pavlovich, tu vois. Donc, non, moi je remets pas trop. Je vais pas remettre en question son menton parce qu'effectivement il s'est fait éteindre par des gars qui étaient vraiment très très chauds. Par contre, moi c'est vraiment sa puissance de frappe qui me questionne. Et ça, tu vois, c'est dans les détails. On parlait du footwork. Je trouve quand même qu'il touche quand même beaucoup de fois en contre, notamment contre Pavlovich, où je pense qu'il le connecte 4, 5, 6 fois. Ouais. Je pense que c'est ce qui le pousse aussi à rester debout. C'est-à-dire, c'est un petit peu ça son souci, c'est que il touche ou il est proche de toucher, et on l'a vu contre Aspinall, mais il n'y a pas le résultat. Ça veut dire qu'il ne déconnecte pas, il manque de puissance. Et ça, pour moi, c'est plutôt lié à ses placements de jambes, à sa manière d'accrocher le sol. Souvent, il va toucher, son poids est en balance. La seule fois où il est bien ancré dans le sol, c'est contre Dokos. Ouais. Et puis, ça finit bien, quoi. Ouais, et peut-être c'est aussi une question de mental, parce qu'il y en a certains qui mettent en doute son mental. Il a peut-être certaines craintes quand il rentre dans une cage face à certains combattants, et c'est pour ça qu'il sous-performe dans les gros combats. Et c'est peut-être aussi pour ça que, de crainte de se faire connecter durement lui-même, il a peur d'ancrer lui-même ses pieds au sol, parce qu'il voit ça comme ça met plus de temps d'envoyer une frappe lourde que de toucher, sortir avec des frappes un peu plus légères. Ouais. Ça vient peut-être de là, ouais. Peut-être, mais après, ça reste un poids lourd, tu vois, et il n'y a pas besoin de... Enfin, quand tu regardes comment Aspinall a déconnecté Pavlovich, il n'était pas non plus en train de surengager sa frappe. Du tout. C'est vraiment plutôt sur le gainage, sur la capacité à prendre le sol et à le transférer dans le point, tu vois. Ouais, et c'est vrai que chez les poids lourds, si tu as une bonne technique, t'as pas besoin de, comme tu dis, surengager, voilà, c'est surtout ça. Dans le sol, ouais. On sent qu'il y a un gros travail qui est fait sur son striking, mais qu'il n'est pas encore, je veux dire, physiologiquement acquis, tu vois. Ouais. Et ça passe notamment, par exemple, par les pads, par faire du sac. À chaque fois que tu frappes, tu t'auto-corriges, tu vois, ton corps s'auto-corrige pour pouvoir être de plus en plus puissant. Et une fois que tu combats, ça se place tout seul et quand ça touche, ça fait mal, tu vois. Ouais, c'est ça, parce que là, c'est certainement pas une question de manquement de force physique, parce que clairement, il en a quand tu le vois lutter, tu vois que physiquement, il a suffisamment de puissance pour éteindre des lumières. C'est plus un problème d'ordre technique. Ouais, d'ordre technique, je vous invite vraiment à regarder ses combats et c'est vrai qu'il touche régulièrement. Il manque encore un peu de précision. Je pense que c'est des axes d'amélioration et il manque de punch, non pas un punch inné ou quelque chose comme ça, mais pour moi qui est réellement lié à un retard. Enfin voilà, il a encore un peu de boulot à faire. C'est un axe d'amélioration pour pouvoir mieux transférer la force du sol pour déconnecter ses adversaires, quoi. Ouais, leur faire un peu plus peur debout pour les bons, en tout cas pour les bons strikers. Du côté d'Aspinall, je vais commencer par te donner ses stats. Alors on sait, les stats, on les manipule un peu comme on veut, mais voilà, 8 combats à l'UFC, ça permet quand même d'établir des statistiques qui semblent crédibles. Alors, son temps moyen passé dans la cage de l'UFC, 2 minutes 10 par combat. Frappe qui touche à la minute, 7,72 avec 66% de précision. Il se fait toucher en échange 2,77 fois par minute avec 66% de défense, de réussite défensive. 100% de takedown réussi. Il y en a que 4, mais ça veut dire, voilà, sur 8 combats, il en tente 4, il en réussit 4. Et aucun takedown subi. Alors, ok, il y a que un gars qui en a tenté 2 sur lui, c'est Spivak, et les 2 ont raté. Mais je pense que ça reste. Mais la défense était là, hein. La défense était au point, ouais. Ouais, la défense était là. C'était contre un judoka, hein, Spivak. Contre Spivak, judoka gréco-romaine. Voilà, et donc regardez Spivak contre
Derrick Lewis, vous allez voir que la qualité des takedowns est présente. Et Aspinall, là-dessus, il n'a pas commencé à vouloir jouer avec les hanches, à se mettre en danger. Il a vraiment reculé ses hanches, vraiment cherché à déconnecter. Positionnement de tête. Et positionnement de tête. On voit qu'il a pas d'ego, quoi, dans le sens, ben moi aussi, je sais faire du judo, je sais faire de la gréco. Il est sorti, il a connecté après sur ses armes. Donc, il met son KO juste derrière, quoi. Littéralement, c'est genou-coude. Avec une vitesse d'exécution qui devrait pas exister en poids lourd. Et juste avant ça, la défense, elle était, il y avait rien à dire, quoi. Ouais, c'est ça. Il écarte les hanches, il positionne sa tête, il prend son temps pour pas laisser passer les underhooks ni quoi que ce soit. Et puis dès qu'il sent qu'il peut complètement sortir pour réattaquer derrière, il le fait. C'était un magnifique KO. Parmi tous les magnifiques KO qu'il a. Bon, au-delà des statistiques, comment est-ce qu'on le décrit? Quelqu'un de très rapide debout, bon boxeur avec des low kicks qui sont intégrés à son jeu. Le timing sur ses takedowns, en tout cas contre Volkov, c'est un truc de fou. Ça fait partie un peu de sa vitesse, mais voilà, le timing lui permet d'obtenir ses amenés au sol. Et une fois que c'est au sol, grosse ceinture noire de Jiu-Jitsu, qui en plus de ça a intégré le Grand and Pound à son jeu, parce que quand on regarde le Grand and Pound contre Bodo, quand on regarde celui contre Arlovski, même quand on regarde le peu qu'il a envoyé contre Volkov, là, tout fait sens. Contre Volkov, il envoie ses coudes pour qu'il pousse l'opposition pour pouvoir attaquer une soumission. Contre Bodo et contre Arlovski, il mitraille avec des petites frappes rapides. Comme tu l'as dit, il est poids lourd, t'as pas besoin d'envoyer des frappes avec une amplitude de dingue. Tu envoies des petites frappes rapides, précises, qui touchent plutôt qu'ils vont dans la garde, tu obtiens ton finish, quoi. Moi, je le trouve intelligent en plus d'être complet. Ouais, je suis entièrement d'accord, hein. Je trouve qu'il est très technique. Comme tu l'as dit, c'est rare, mais c'est un finisher qui peut mettre KO, qui peut soumettre. C'est relativement rare. Et tu en as parlé, ses déplacements, son agilité, pour un poids lourd, c'est assez impressionnant. Ouais. Il fait peur, hein, franchement. Ouais. Allez, comme on l'a dit, quand tu as quelqu'un de complet et excellent partout, forcément, ça fait peur. Tu te dis, ok, c'est où mon chemin vers la victoire? Parce que même en tant que spécialiste, t'es pas spécialement capable d'imposer ta spécialité à ton adversaire. Est-ce qu'il y a des défauts dans le jeu de Aspinall? Moi, j'en ai relevé un. Et toi, je sais que tu en as relevé un déjà quand on avait fait l'analyse contre Tibura. Et je pense que tu vas pouvoir c'est ouvert à certains contres. Ouais, je pense que c'est son gros défaut. Et je suis pas le seul à l'avoir remarqué, hein. Jones avait fait un tweet là-dessus. Ouais. Où il a mis au ralenti effectivement des moments où Blaze effleurait son menton. Juste pour rajouter, hein, on a oublié de le dire, mais il est droitier, il aime bien changer de garde. Ouais. Mais je pense qu'il est vraiment bon en droitier. S'il tombe sur un gaucher, on l'a vu, ses kicks sont très puissants. Vis-à-vis de Spivak, tu te rappelles le premier high kick qui part? Et contre Tibura aussi, en fait. Ouais, non, il est chaud. Spivak ou Tibura, je sais plus contre qui il met, mais en tout cas, il tape. Non, Spivak, j'ai pas l'impression qu'il en envoie, mais contre Tibura, c'est impressionnant. Oui, moi, pour son gros point faible, entre guillemets, je le trouve très ouvert, très à risque, notamment sur ses low kicks. Donc, des bons déplacements, mais par contre, la question de la distance, elle m'interroge. Ouais. Et je trouve parfois un petit peu trop confiant. Et notamment sur ce premier combat qu'il a fait contre Blades, le genou avec le menton son tout premier genou qui rentre avec le menton à la fenêtre. Ouais. C'était vraiment inquiétant. Et il y a eu pas mal de fois, hein, contre Pavlovich aussi, où il se fait un peu toucher. Alors on dit heureusement qu'il a un bon menton, mais les amis, c'est poids lourd, hein. Tu peux pas, non, c'est la division où tu peux pas compter dessus, ouais. Voilà, on a dit la même chose avec Pavlovich, il a pris des coups avec Curtis Blades. On se dit, il a un bon menton. Non, c'est juste que la frappe, elle était soit pas au bon endroit, soit le combattant était mal placé, mais c'est vraiment ce qui m'inquiète le plus. C'est vraiment ce qui m'inquiète le plus, notamment sur ses low kicks, où il va les envoyer quasi, je vais pas dire sans préparation, mais avec le haut du corps qui reste bien en face, bien droit. Donc, et qui vient vraiment de la boxe taille. On donne peu d'indications sur le haut du corps, on frappe, mais où la garde est différente et donc la puissance de frappe des poings
est divisé par deux même, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas du tout la même chose quand t'as un gars qui est bien haut avec la jambe avant qui rebondit pour pouvoir contrer ou envoyer des kicks, et puis un gars qui a les 2 pieds larges dans le sol et qui envoie pleine puissance bras arrière, tu vois. On C'est n'est clair. pas du tout sur les mêmes formes de corps, hein. Ouais, Et ça c'est m'inquiète. c'est inquiétant. Et moi, j'avais un deuxième point. C'est Ouais. plus un questionnement. Comme pour tous les combattants qui voient pas de troisième round dans leur carrière quand c'est prévu sur 5, t'as ce questionnement soit du cardio, soit de la gestion d'énergie. Et la seule fois à l'UFC où on le voit arriver dans le deuxième round, on sent quand même une fatigue qui commence à s'installer déjà dans le deuxième round. Alors, soit c'est un problème de cardio, soit c'est parce que il a quand même un style assez énergivore. Pour le Ouais. moment, ça s'est jamais retourné contre lui parce qu'il finalise tout le monde. Mhm. Mais voilà, il y a toujours un moment où ça va pas être le cas. On en parlait pour Pavlovich notamment. Ouais, il passe jamais le deuxième round. Donc qu'en est-il quand c'est le cas? Ben voilà, on a vu contre Volkov que il s'est fait prendre Mhm. à la décision, et on a eu pas mal de gars comme ça déjà historiquement. Alors de temps en temps, il y a des mecs qui répondent très bien à ça, hein, qui finalisent toujours au premier round, et puis quand ils passent au deuxième, ils vont gagner une décision au cinquième round. Ça a déjà arrivé. Mhm. Mais ça reste, voilà, ça reste une question que j'ai, surtout par rapport à sa performance contre Arlovski, où, selon moi, il y avait il y avait une fatigue qui s'installait vraiment, ça se voyait. Ouais, je pense qu'effectivement, ça peut être, on peut s'interroger. Pour moi, c'est lié au fait qu'il soit assez généreux au Ouais, premier round, qu'il est très confiant, qu'il soit très confiant dans ses capacités, et, et je suis pas sûr qu'il vienne pour faire ses rounds, tu vois. ouais, Je pense qu'il vient finaliser, et ça se passe plutôt bien pour lui. c'est même très bien. Et effectivement, ça pourrait être questionnant sur ce combat. Pour moi, un adversaire Blades qui va être beaucoup plus sur le reculoir Mhm. et qui va peut-être devoir survivre au Ouais. premier round Oh, et voire au deuxième. Et effectivement, après, ça risque d'être un peu plus compliqué. Et écoute, ça nous fait une super bonne transition parce que je trouve que Curtis Blades a typiquement le profil du gars qui est bon dans la fatigue. Il l'a montré sur son 5 rounds contre Volkov. Hein, je le trouvais, Ouais, tout à voilà, fait. c'est un lutteur qui lutte bien dans la fatigue, qui reste efficace dedans. Euh, D'un point de vue stratégique, donc là on va passer sur la phase game plan. Pour Curtis Blades, moi le premier point que j'avais noté, c'est d'avoir une stratégie de passer la tempête du début en frustrant un peu sur les 2 premiers rounds, et vraiment de chercher à prendre 3, 4, 5. Ouais, je pense que c'est une des meilleures stratégies. Moi, je pense que la question que je me pose sur le game plan, c'est la question de la mise sous pression. Euh, je pense qu'il doit se méfier, mais je pense que s'il veut fatiguer, si sa stratégie c'est de fatiguer Aspinal, c'est d'être capable de pouvoir le mettre sous pression et le coller à la cage, tu vois. Hmm. Euh, S'il réussit à obtenir un takedown, pourquoi pas, ça peut le mettre vraiment confortable pour la suite. Mais j'ai du mal à le voir, j'ai du mal à le voir se faire mettre sous pression et vouloir chercher à contrer ou ce genre de choses, tu vois. Je suis assez d'accord. Je pense qu'il aurait un vrai intérêt à engager, mais pas surengager. Ouais. Parce qu'on l'a vu, hein, quand tu surengages trop sur Aspinal, bah, c'est ce qu'il a fait contre Pavlovich. Il a réussi à Mhm. le mettre KO, malgré qu'il soit mis sous pression. Mais je pense que Blaze aurait quand même un gros intérêt à le faire. Je pense qu'il doit absolument pas chercher à échanger, si ce n'est chercher des contres simultanés sur les low kicks, Ouais. Ouais, euh, ouais, clairement. les contres simultanés et descendre par exemple au niveau du corps, tu vois, dans les jambes. Ça pourrait être aussi Ouais, une sur un low solution kick, pour pousser. ouais, ce sera un beau timing, je pense. Ouais. Low kick d'office, low kick d'office. Par contre, chercher à contrer en reculant comme il a pu le faire contre Pavlovich, pour moi, c'est une erreur. Non. Et je pense que s'il cherche à contrer, il doit surengager et il doit aller se coller après. Ouais. Pour ajouter en plus de la fatigue, pour ajouter de l'indécision, comme on dit, Ouais. du côté d'Aspinal, rajouter du contenu, quoi. Ouais, rajouter de l'incertitude. Ouais. L'incertitude, voilà. Ouais. Ouais, je pense que ça devrait être la meilleure solution. Ouais, c'est ça. Et puis, bon, moi, le deuxième point, c'était pas se prendre pour un striker contre Aspinal. Encore une fois, on est chez les poids lourds, donc tout peut se passer. Mais
voilà, quand tu as le profil de Blades et que tu rencontres le profil d'Aspinal, la lutte doit être le point d'ancrage de ta stratégie. Ouais. Mais une lutte Maintenant, safe au début, en tout cas. ouais. C'est vraiment d'y Alors, aller à l'usure. Je pense qu'il ne doit pas se démoraliser s'il n'obtient pas les 3-4 premières amenées au sol. Il doit rester confiant sur le fait qu'il est meilleur dans la fatigue et qu'il sera capable d'obtenir de plus ouais. en plus de takedowns plus le combat va avancer. Alors sur la question de ce que je te disais sur sa lutte, où je trouvais qu'il choisissait un petit peu ses combats, euh, je trouve pas que ce soit un excellent lutteur en soi, parce qu'il semble n'avoir quasi que le blast double leg. Mhm. Le blast, c'est ce qu'utilise Jordan Burroughs. Donc, on rentre avec le front au niveau du sternum, et puis on va aller chercher les deux jambes, on va pousser, et puis on va mettre au sol, tu vois. Le problème, c'est que face à certains adversaires qui mettaient beaucoup de pression, leur corps est très très avancé. Et donc, bah là, quand tu essayes de pousser le haut du corps pour récupérer les jambes, ça devient compliqué. Et donc, face à des gars qui sont très très avancés, le blast, c'est pas la meilleure idée. Tu vas plutôt partir sur ce qu'on appelle double leg cut the angle. Donc, tu vas couper l'angle. Tu Ouais, vas attaquer les deux jambes et puis tourner pour le faire tomber faire un devant, angle tu droit, vois. ouais. Ah, ouais, non, c'est même non, c'est un 180 degrés, hein. Ah ouais, ok. Khabib Gaethje, deuxième round. Peut-être, ouais. Ah Mais non, attends, non, non, autant pour moi. Là, c'est Gaethje qui lui-même initie le 180 degrés pour pas se faire pousser à la cage. euh, Euh, mais c'est un truc qui est beaucoup utilisé, hein, surtout face à des gars qui sont très en avant et qui vont être avec les pieds décalés, tu vois. Il n'y a pas eu Euh, ça dans O'Malley contre Petr Yan? Là, c'est un duck under, je crois qu'il fait. Mais c'est un peu le même principe. Ouais. Il passe en dessous et puis après, Peter Yan tombe parce qu'il avait tout son poids vers l'avant et donc il coupe l'angle. Il va sur un duck under et Et puis puis là, après il c'est plus coupe pour prendre l'angle. le dos alors. Ah, soit tu Ouais, prends mais le dos, soit tu le fais tomber latéralement et tu ouais, continues comme ça. quand tu coupes l'angle comme ça, tu peux obtenir le dos, hein. Ouais. Souvent, on va chercher, on descend, on récupère les deux jambes, on tourne comme si tu avais un volant et puis bah, il va tomber de côté. Mais si tu ne récupères qu'une seule jambe et que tu coupes l'angle et que le gars ne bouge pas, tu as le dos, hein. Ouais. Donc ça, il l'a pas dans son arsenal. En tout cas, je l'ai pas vu l'utiliser dans son arsenal. Donc il a réellement besoin d'avoir un adversaire qui est relativement droit, voire qui est en train de reculer, tu vois. Et là, il peut pousser beaucoup plus facilement, mettre à la cage et soulever. Euh, Bah, donc c'est pour ça que Aspinal, il fait pas mal de recul de buste. Et donc peut-être Mhm. feinter sur quelque chose qui provoque un recul du buste, Ouais. par exemple l'arche crochet avant, qui pourrait provoquer ce recul du buste et puis blast derrière. Là, plutôt le large crochet arrière. Le problème du blast, c'est que Ah quand oui, tu vas ouais, envoyer ouais, un ouais. crochet ou un crochet arrière, tu vas avoir la tête de profil et Ouais, pousser avec la tête de profil, c'est pas le même double leg, tu vois. Là, on ouais, va c'est plutôt vrai. partir sur ce qu'on appelle un drive double leg où tu vas pousser avec le côté et soulever les jambes. Ouais. Donc, quand tu vas aller avec un blast où tu vas tout droit, il Overhand faut ou crochet mieux arrière envoyer alors, un ouais. direct et descendre ta tête. Ouais. Pas avoir une rotation complète, tu vois. Ouais, par contre, le direct, je sais pas si Aspinal a ce réflexe de partir sur le. Il va plus faire comme contre Volkov, tu vois, l'esquive et lui-même shooter dans les jambes Ouais, derrière après un c'est direct. toujours faisable, hein. Tu lances Ouais, un large et puis ouais tu c'est ça, replaces ta large, tête ouais. dans l'axe. Mais c'est vrai qu'on le voit surtout être en face, descendre avec son front devant et puis rentrer. Ouais. D'ailleurs, je crois que contre Volkov, il se prend à un moment un uppercut sur ça, quoi. Forcément, les uppercuts, les genoux dans l'axe, c'est dangereux. Enfin, ce sont des armes qui sont intéressantes contre Curtis Blades. Et Ouais. l'uppercut arrière parce que Derrick Lewis. Donc Blade, pour moi, son chemin, c'est pour ça que je dis que je pense qu'il doit mettre de la pression et au pire mettre à la cage. Mais je le vois difficilement le mettre au sol, sauf s'il bosse là-dessus, tu vois. Ouais. S'il a un bagage de lutte, enfin, il est censé être capable de pouvoir avoir d'autres takedowns dans son arsenal. Ouais, à ce niveau-là, ouais, pas le choix. Je suis d'accord. Ah, pas le choix, ouais. Mais voilà, donc pour moi, ça va être un petit peu les conditions sine qua non pour obtenir ces takedowns. Mettre de la pression, ou alors adapter un petit peu son jeu et partir sur d'autres mises au sol. Ouais, et en fait, le problème de ce style-là, justement, où ces takedowns sont surtout réussis à l'ouvert, c'est s'il met trop la pression, ben, il n'y a pas assez d'espace derrière son adversaire que pour compléter une amenée au sol à l'ouvert. Puis il se retrouve à la cage. Tu l'as dit, contre Volkov, il a réussi à
à finaliser, des amener au sol à la cage, mais c'est pas son jeu non plus, c'est pas la force de son jeu. Ouais. Après, contre Shamil, tu vois, il rentre sur un blast assez proche de la cage qui mettait la pression. Et puis, une fois qu'il arrive à la cage, là, il se décale sur le côté, il pousse et puis il tombe dessus, tu vois. Ah ouais, ça peut Donc, être une option. tu as quand même la possibilité de finaliser malgré la cage, quoi. Ouais. Si, De réouvrir ça, je un pense peu, de Ouais, réouvrir d'enchaîner. Donc, je pense qu'il serait capable. Mais je t'avoue que je le vois vraiment difficilement mettre Aspinall au sol dans les premiers rounds. Ça, c'est Je sûr. suis d'accord. Je le vois difficilement. Du côté d'Aspinal, stratégiquement, est-ce qu'il y a des éléments? Parce que moi, justement, de base, je m'étais dit, c'est pas le jeu d'Aspinal, mais qu'en est-il de boxer de l'extérieur pour avoir directement la cage derrière lui, comme l'avait fait Derrick Lewis contre Curtis Blades. Tu vois, je suis dos à la cage, ben je t'enlève ton arme principale de shooter à l'ouvert, parce qu'on n'est pas à l'ouvert. Mais par contre, moi, je suis quand même plus sur l'idée de mettre Blades sur le reculoir et désengager quand on sent une entrée venir, et idéalement désengager plus sur un angle que en ligne. Moi, je suis sur l'idée qu'il doit mettre de la pression, hein. Voilà. Ouais, donc Comme je l'expliquais, je pense qu'il doit avoir ses jambes relativement loin, sa tête plus en avant, et malgré cela, ben, ça lui permet de se proler plus facilement, même sur un blast. Je pense par contre qu'il doit vraiment construire son KO, vraiment chercher je pense qu'il est capable de le mettre KO, tu vois. Ah oui. De le mettre KO, ou alors de sprawler et puis d'aller dans son dos et de le finir avec un grand endpoint un peu vicieux. Mais je pense sincèrement qu'il doit prendre son temps. Ouais, bah voilà, moi surtout pas surengagé. j'avais mis imposer son jab, s'imposer par le jab plutôt, et voilà, montrer de temps en temps le bras arrière, mais surtout en version contre de lutte, donc plus montrer sur l'uppercut arrière. Le genou qu'il a essayé, j'aime pas trop, parce que comme tu l'as dit, il y a le menton à l'ouvert. Par contre, j'aime bien le montrer un peu à la Volkanovski contre Makhachev pour, voilà, un peu rendre attentiste Blade sur ses entrées en lutte. Mais voilà, je pense que le gros va se jouer sur son jab. Il a pas besoin de beaucoup plus au début, en tout cas, pour trouver son ouverture. Et puis, quand ils sont à l'aise, c'est rentrer sur son 1-2, sortir directement derrière, capitaliser clairement sur sa vitesse, sa mobilité, ses déplacements. Et je pense pas non plus qu'il ait besoin de mettre des feintes de genoux, des feintes d'uppercut pour inquiéter ou pour empêcher Blaze de rentrer en lutte. Je pense que sur les derniers combats qu'il a fait, on a vu que dès qu'il est mis sous pression, il rentre moins facilement en lutte, elles sont plus facilement défendues, sans pour autant qu'il y ait eu des informations telles que genoux, telles qu'uppercut. Donc pour moi, s'il réussit à mettre sous pression, il doit vraiment partir du principe de ne pas envoyer de kick, parce que je suis persuadé que Blades va l'attendre pour le contrer sur ça. Et ça serait une énorme erreur de vouloir aller trop vite, de vouloir casser la distance. On a vu sur le premier, il doit partir du principe qu'il a eu de la chance, que c'est passé à 5 cm de son menton. Et même pas. Parce que si ça passe à 5 cm de ton menton, ça va, tu dis 5 cm. Il y a eu des frappes. Il y en a, c'est plus de l'ordre de 2 cm. Et c'est là où ça devient inquiétant. Oui, parce que pour moi, 5 cm en MMA, c'est long, tu vois. C'est pas une esquive à la McGregor. 5 cm, c'est long. On n'a pas les mêmes notions, mais... Ah bah mais moi, je trouve que c'est petit, c'est proche, quoi, tu vois. Bah, c'est parce que j'ai aucune notion de ce que c'est 5 cm. Ouais, voilà. Mais franchement, moi, face à un poids lourd, le gars, il y a une patate qui passe 5 cm, j'ai un peu peur, tu vois. C'est vrai que 5 cm en poids lourd, ça fait un peu plus peur que 5 cm en flyweight. Ouais, c'est ça. Mais bon, dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que je pense vraiment qu'il doit partir du principe. John Jones l'a partagé, et je trouve que, enfin voilà, faut respecter John Jones dans ses analyses. Ça faisait longtemps, ça. Ah oui, c'est vrai, ça. Faut vraiment respecter John Jones dans ses analyses, et je pense, enfin, moi, on l'avait tous repéré, qu'il y avait quand même, il y avait un risque, quoi. Il y avait un risque. Donc, s'il arrive trop confiant en se disant, ouais, je peux faire la même chose que d'habitude, on pourrait le voir se faire éteindre bêtement devant son public, et voilà, prendre une grosse clim, quoi. Ouais. Ouais, ça fait partie évidemment du MMA. Il faut pas qu'il. Mais je pense pas, parce que là, il a une revanche à prendre en soi.
Et j'espère qu'il rentre pas dans le combat en disant si je m'étais pas blessé, je l'aurais battu et je vais rentrer dans le combat avec cet excès de confiance du premier. Là, je pense que le pire, c'est qu'Aspinall, vraiment, on en avait déjà parlé, mais quand il est rentré à l'UFC, il faisait pas partie de ces gars-là qui avaient trop confiance en eux. Quand il gagnait, il voulait chaque fois prendre celui qui était juste devant lui au classement. Il voulait pas faire de gros bonds vers l'avant. Et même avant son combat contre Volkov, il avait dit non, je veux pas rentrer dans le top 5 maintenant. Mettez-moi celui qui est juste devant moi. Et je sais plus qui c'était à l'époque, mais bon, ça a changé. Ça s'entend. Après, peut-être que c'est son management, ses coachs, et qu'ils l'ont convaincu. Et après, il est capable de retransmettre ça. Mais quand tu vois contre Pavlovich, pour moi, il était sans peur et. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Mais ouais, mais en fait, c'est ça toute la notion, tu vois. Il y a être fearless. Je préfère le terme en anglais qu'en français, tu vois. Fearless plutôt que sans peur. C'est pas la même chose qu'être en excès de confiance, tu vois. Je pense que j'ai vu une interview il y a pas longtemps de John Jones quand ça parlait de son combat avec Ngannou, quand c'était encore réalistiquement possible. Il disait voilà, le facteur risque contre Ngannou, c'est de te faire éteindre sur une de ses frappes et de prendre un gros KO qui te rend inconscient longtemps. Dès que tu fais la paix avec cette idée, tu peux te concentrer sur ce que tu peux faire contre Ngannou et ça te met dans un mindset dans le combat où tu vas pas craindre ce gros risque parce que tout le monde voit ça comme ça, c'est imagine, tu dois rentrer dans la cage contre Ngannou. Ouais. Voilà. Mais bon, si tu arrives à sortir ça de ta tête et te dire, ok, le danger est présent, mais je ne le crains pas pour autant, tu peux délivrer alors ton jeu en te concentrant sur tes forces. Après, je pense que le danger est présent, mais si tu peux te mettre hors de danger, c'est toujours mieux, quoi. Ah, bien sûr, c'est ça l'objectif. Donc, c'est te mettre hors de danger sans que ça te mette hors de ton jeu. Un Jones contre Ngannou, je pense pas qu'il aurait voulu échanger en disant c'est bon, j'ai fait la paix, je peux échanger avec lui, advienne que pourra. Non, mais c'est pas dans ce sens-là qu'il le dit. Il l'aurait mis au sol, il serait resté bien loin de ses frappes. Tu vois. Mais je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est si tu rentres dans la cage en étant uniquement concentré sur ce que l'autre fait de dangereux, tu vas pas rester concentré sur ce que toi tu peux délivrer. C'est juste avoir cette conscience du danger. C'est ok, je sais que ça c'est le danger de mon adversaire. Mais il faut quand même que tu construises ton jeu autour de ça, sans, en gravitant construire autour. Construire autour. Je suis d'accord. Mais pour moi, Aspinall, sur ses points faibles, je trouve qu'il a tendance à boxer tout seul, tu vois. Ouais. Et c'est un gros danger. C'est-à-dire qu'il rentre dans la cage, il fait ses combinaisons, et on en avait parlé avec certains combattants, et il oublie que derrière, ça peut frapper. Donc, envoyer un genou sans aucune préparation, dans les 5 premières secondes, sans connaître les réactions potentielles, pour moi, c'est quasi du suicide. Il a eu de la chance, tu vois. Ouais. Je sais pas, tu rentres, tu fais un petit pas pour voir la réaction, tu vois que le gars, il est prêt à lancer un bras arrière, tu rentres pas là-dedans. Ou bien tu le fais comme Masvidal, tu vois. Tu le rentres totalement. Masvidal, il rentre en sauté, ouais. Oui, c'est ce que je dis, c'est tu viens pas avec un genou contrable d'entrée de jeu. Non, c'est encore différent. Masvidal, il connaissait la réaction à l'avance. Il savait très bien qu'il n'allait pas avoir un overhand lancé par Ben Askren. Après, peut-être que Aspinall, il est rentré dans la cage en se disant, Blades, il va rentrer sur un blast double, tu vois, je vais lui mettre un genou en contre. Non. Impossible. Non, on le voit en plus que Curtis Blades, juste avant, il avait... Je sais pas, peut-être que c'est Darren Till qui avait fait son game plan, hein, t'en sais rien. Non, attends. Chris Daukaus, il venait de gagner par KO, et il avait aussi, contre Dos Santos et tout, un gros 1-2 qui met KO, tu vois. Non. Tu vois, c'est un shift comme ça, son genou, où tu avances et tu changes complètement de garde. Ouais. C'est extrêmement risqué en MMA, ce genre de choses. Ouais, c'est vrai. Surtout encore une fois, surtout en poids lourd. Surtout en poids lourd. Enfin, t'imagines, quand je donne cours, moi je leur explique que vous faites ce type de déplacement, donc un shift en avant, ce qu'on appelle un Fitzsimons shift, tu le prépares, tu vois. T'envoies un bras arrière, tu regardes la réaction, si le gars il met un check hook, s'il met une grosse patate, tu pars sur autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tu feintes, tu décales, tu rentres derrière, tu fais un petit in and out. Si le gars il prend de la distance en mettant son stiff arm, son bras bien tendu, ok, on peut aller comme la Phil Davis. Ouais, pas Phil Davis, comme Dustin Poirier par exemple. Poirier, ouais. Tu vas envoyer ta frappe, tu peux jabber tout, tu peux envoyer ton genou. Mais là, rentrer comme il a fait, pour moi, c'était
C'est un Suicidaire, gros ouais. point d'accès. Ouais, c'était suicidaire. Il a eu de la chance, la bonne étoile peut-être, ou le Ouais, manque enfin, de précision pour et se de blesser puissance 12 de secondes Blade. plus tard, je sais pas si on peut dire qu'il a eu de la chance. Mais bon, c'est vrai qu'une Et, blessure, c'est mieux qu'une... Enfin, voilà, mais au là, moins, sur une bon, blessure, ça reste une zone grise. Tu sais pas quelle aurait été l'issue du combat hors blessure. voilà. Alors que s'il avait pris un KO, ça aurait été S'il avait pris pire. un KO à froid comme ça, je peux te dire que il serait peut-être pas en train de combattre pour la ceinture intérimaire, hein. C'est vrai. Enfin, la défendre plutôt. Ouais, quoique. Quoique. Euh, Mais je bon, pense que, ouais. dans tous les cas, moi, c'est vraiment le truc où je me dis qu'il doit plutôt mettre de la pression, être patient, construire, venir vraiment avec ce côté, cette mentalité. Euh, je peux pas être touché. Mhm. Je vais pas tester mon menton ici. Je dois faire une masterclass. Je dois le mettre dans le vent. Je veux qu'il cherche les comptes, qu'il me touche pas. Et je veux le mettre KO propre. Et après, on arrête de discuter. On passe à Jones, tu vois. Point. Ouais. S'il n'a C'est pas comme pris ça sa retraite. qu'il doit aborder. Hein? S'il n'a pas pris sa retraite. S'il n'a pas fait ça. Pardon. Ouais. Ou, parce qu'apparemment, il y a encore des histoires de... Mais non, mais c'est une histoire qui ressort, ça. Je sais pas, j'ai lu encore ce matin une histoire où il a maltraité Ah. quelqu'un qui venait pour un test sanguin, urinaire, je sais pas trop. Enfin, bref. Ouais, Gardons il y a ça, eu, gardons ça ouais. de côté. Passons à la phase pronostic. J'ai noté. On a 38 minutes. Hop. Ah, j'ai pas regardé les cotes. Ah ben voilà. Aspinal est donné favori à 1,28 contre 3,30 du côté de Blades. On est proche du 75 et 25. C'est très rare ça chez les poids lourds. Est-ce que tu comprends la cote? Oui, je pense que tout l'argent va rentrer sur Aspinal, donc ça me semble relativement logique. Après, je pense que moi, personnellement, je parierais pas sur ce combat-là, tu vois. Donc, si je parie, ce serait sur Blades, tu vois. Bah exactement. En fait, le truc c'est que j'ai d'abord fait l'analyse du combat et je me suis dit ah c'est bon, je vais mettre 5 unités sur Aspinal ici. Mhm. Puis quand j'ai vu la cote, j'ai dit ok c'est pas intéressant, ça reste des poids lourds quand même, donc mettre 5 unités, faut que la cote soit intéressante. Et donc là ouais, c'est plus un dog or pass hein, chez moi ce genre de truc parce que voilà, juste parce que t'es chez les poids lourds, quand tu donnes 25% de chance de gagner à quelqu'un qui est quand même compétent, et surtout que pour moi il y a vraiment ce truc de on peut être bêtement surpris, tu vois, on peut vraiment avoir ce truc de oh, on est passé à côté de ce truc, comme Mhm. ça arrive souvent. Mhm. Et ça peut bêtement être, ben voilà, on a un Blades qui a survécu le premier round, on a un Spinal qui s'est grillé à vouloir de le finaliser dans le premier round, et puis à Mhm. partir du 2, il y a Blades qui impose sa lutte et qui va gagner le Mhm. combat. Et c'est un chemin de victoire qui est totalement réaliste selon moi. Bah oui, hein. Donc, On l'a vu avec Almeida, hein. ouais. Almeida se crame et voilà, ça se finit mal. Ah bah ouais, voilà, un très bon exemple de la survie, la capacité de survie de Blades qui est quand même au point. Donc, ouais, je vais encore réfléchir, Et mais bon, on n'est pas sur les codes de Paris ici. Pronostats, selon toi, c'est 75-25, c'est justifié. Du coup, moi, pronostic et préférence? j'étais parti sur un 65-35 à la toute base. Ok. Hum, euh, Pronostic, je vois quand même Aspinal l'emporter par KO TKO dans le premier ou le deuxième. Ouais. Mais c'est clair que voilà, je mettrais. Toi, tu peux mettre 5 unités sur. Tu voulais sur Aspinal, ce qui te faisait quoi? Une unité de gagné? 28, ouais, c'est ça, un peu plus qu'une unité de... Un peu plus Non, qu'une unité, je le je pense ferai que pas. Je le ferai ça pas. sera 0,3 sur Blade Mais pour c'est avoir ce la que même j'allais chose. dire, ici, il vaut mieux mettre un 0,3 sur Blades, quoi. Pour la même chose. Ouais, donc moi je vois plutôt ça comme mon pronostic. Je t'avoue que je vois ce 30%, 35% avec un contre sur un Aspinal qui surengage un low kick ou un Aspinal, un Blades qui survit et réussit à Ouais. prendre ses derniers rounds, voire un TKO, tu vois, au quatrième ou au cinquième, il Ouais, réussit à mettre clairement. au sol. Ou même Aspinal debout, trop hein. épuisé. Un Spinal épuisé face à un Blade moins épuisé, ça peut commencer debout. C'est moins probable, mais je le vois. C'est moins improbable. Je vois plus un chemin où il commence à être épuisé. Blades réussit à le mettre au sol, le frappe, le frappe, le frappe. Aspinal craque, tu vois, un petit peu psychologiquement. Il se dit, ah, je connaissais Ouais, pas et l'arbitre était obligé Et l'arbitre arrête, tu d'arrêter, vois. ouais. Donc, j'ai pas envie de dire que c'est un combat gagné d'avance.
Du tout. Mais enfin, je reste quand même confiant sur le fait que Aspinall va continuer à progresser, Ouais. va vouloir, comme tu l'as dit, venger sa défaite et partir du principe qu'il y a eu des erreurs. Je pense que Jones l'aura aidé, en tout cas, à un peu ouvrir les yeux, j'espère. Et il y aura eu les adaptations, tu vois. Ouais. Ouais, bah écoute, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que les plusieurs chemins de victoire que tu as élaborés ici, pour moi, ça représente plus que 25%. Mais par contre, Aspinall est large favori. Je m'aligne totalement à ça. Pour moi, il est juste plus compétent et au-delà des compétences, sa vitesse, son nez pour le finish. Voilà, sont des nombreuses raisons que je le vois gagner. Moi, je vois KO TKO dans le deuxième. Et c'est ma préférence aussi. Je préfère voir Aspinall garder cette ceinture intérim que Blades sur les opportunités par la suite. Je préfère avoir l'opportunité Aspinall contre Jones, Stipe, Pereira qui monte que Blades. Mm. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Tu sais, je suis en train de repenser à ce combat et à Cyril Gane, tu sais, quand il a, entre guillemets, refusé d'affronter Aspinall et qui disait que bah voilà, il venait de gagner, il pouvait Regardez devant lui. non, même pas, mais tu vois, attendre aussi une opportunité de combattre pour la ceinture. Ouais. Et les gars ils disaient, mec, de quoi tu parles? T'as juste une victoire, tu avais une défaite avant. Prends Aspinall, comme s'il fallait au moins 2 victoires pour combattre pour la ceinture. Et au final, on a quand même un Curtis Blaze qui combat pour la ceinture, certes intérimaire, mais qui est sur une seule victoire, Mhm. et contre un mec qui était même pas dans le top 5, je pense. Il était dans le top 10 à ce moment-là? Almeida, oui. Hein. Il était combien? Ah, je sais pas. Il faudrait que j'aille Mais voir. il était pas dans le top 5, on est d'accord. Pas dans le top 5, non, non, certainement pas. Non, Il mais était, je il me était demande si 7 c'est ou pas de 8. circonstances aussi, tu vois. Je me demande si de base l'UFC voulait pas faire Gane contre Aspinall ici en juillet, mais que Gane a été Ouais. contraint de refuser pour le tournage. Oui, mais il n'empêche, c'est ce qu'expliquait Gann, c'est que, pas sur un malentendu, on va pas dire ça comme ça, mais sur les circonstances font que dans la catégorie poids lourd, quand tu es Bien sûr. premier contender, deuxième contender, tu as une blessure, tu peux remplacer, tu vois. Mais c'est ça la réalité. Et je trouve que tu donnes Et le bon mot. C'est que c'est une question de circonstances. Donc, est-ce que Gane a bien fait d'attendre, oui ou non? Ben, en fait, peu importe, après coup, oui ou c'est trop non. facile de dire non, tu vois. Mais peu Mais importe au final. je te rejoins, tu vois. La preuve, Il c'est aurait pu que attendre et avoir le title shot. Mais la réalité, c'est que ça dépendait de choses qui n'étaient pas à 100% dans son contrôle et que finalement, il l'a pas obtenu. Et Voilà. la preuve, c'est que, bah, par exemple, un Blades combat, certes pour la ceinture intérimaire, mais avec une seule victoire contre un mec qui était pas ranké, et il obtient une chance, tu vois. Enfin, pas top 5, tu veux dire. Il était ranké, mais pas top 5. Oui, pas top 5, oui, Ouais. oui, oui. Il était quoi, 7, 8 peut-être, j'en sais Ouais. rien. Après, Mais on ce est que dans je- une situation très particulière qui Bien n'était sûr, pas le mais ce que cas je veux à dire par là, l'époque. c'est que c'est quelque chose qui est possible. Oui, oui, mais C'est ici, pas on est dans genre, une situation où tu as quand même un champion intérim, et là, enfin, il vient combattre la ceinture intérimaire. À l'époque oui, où Gann a refusé Aspinall, il n'y avait pas de mais c'est parce ceinture qu'il voulait la intérimaire, ceinture, c'était la la ceinture, ceinture ceinture. Ouais, classique. ouais, Mais c'est une possibilité. bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était une possibilité, que il s'est mis de côté en disant, ouais, je pourrais combattre pour la ceinture normale sur un remplacement de dernière minute, et c'était pas si déconnant que ça. C'est- Sachant que sur certaines organisations, quand tu vois au Cage Warriors, la ceinture c'était uniquement il fallait avoir 2 victoires d'affilée. Ouais, Si dans le roster qu'ils avaient, ils n'avaient pas sélectionné quelqu'un qui avait une seule victoire d'affilée, ils préféraient aller chercher à à l'extérieur, tu l'extérieur, vois. ouais. Et c'était une sorte de règle un peu comme ça. Ouais. À l'UFC, sur des catégories un peu plus faibles, eh bien, tu peux te retrouver à combattre pour la ceinture sur une seule victoire ou en remplacement et tout. Ouais, ouais. Donc c'était juste cette petite parenthèse que derrière, bah, il y a des choix de carrière qui sont pas non, qui n'étaient pas non plus déconnants quand ils ont été Non, faits. Tu bah, en fait, on le savait depuis le début, son choix de carrière pouvait se justifier, mais avait un risque qui était lié à ça. Il n'y avait pas la certitude, la garantie du title shot, et le risque a été encouru. Le truc, c'est que quand tu es le contender numéro 1 dans une division et que tu t'assois sur cette position-là, et que tu décides d'être un peu inactif, bah, les autres qui sont actifs, ils peuvent venir te griller la priorité. Et c'est toujours ça, ce risque. C'est pour ça que moi, j'aime bien le combat de Nassourdine contre Allen, parce que il y a beaucoup de contenders dans cette division, et le fait de rester actif, ça permet vraiment de se positionner, d'avoir un argument de plus en plus solide, quoi.
Donc, Ouais, mais après, ça peut être aussi en fonction des circonstances. Il bien aurait sûr. pu s'asseoir dessus, et puis les circonstances font qu'il n'y a aucun contender de disponible, il y a un remplacement à faire ou une ceinture à... Et c'est lui, ouais, tout à fait. Et c'est lui. Là, on a... Mais Donc, là, t'es sur une situation qui est beaucoup moins en ton contrôle. Tu vois, oui. accepter des combats, Mais bon, gagner si les t'es combats, pas, c'est si t'es pas 100% toi, pressé, tu vois, ouais. si t'es pas pressé et que tu sais que tu as besoin encore un peu de temps et que Ouais, tu te dis, bah, ouais, j'ai pas envie de combattre là parce que je gagne de l'argent à côté, je préfère attendre un petit peu, même si c'est un an, c'est des choses qui sont entendables, tu vois. bien sûr, tout à fait, C'est des à choses qui sont 100%. entendables. À En tout 100%. cas, et quand bien même, imaginons que Jones, je ne sais qui, se fasse. Ça serait quand déjà? Novembre, Madison Square Garden, c'était ça Voilà, les Jones, rumeurs, mais voilà. Miocic se fasse. Imaginons que ça se fasse. Et que Aspinall gagne, mais se reblesse au genou Mhm. à la fin du... Enfin voilà, s'il est blessé et qu'il lui faille plusieurs mois ou une opération, tu vois. Eh bien, il n'y a personne en ligne de mire. S'il y a un blessé, Stipe Miocic se blesse, eh bien, c'est possible de combattre pour la ceinture, tu vois. C'est ça qu'on avait dit, hein. Ce qu'on avait Donc, dit, c'est le combat Volkov contre Gann 2. Si- Selon les situations, selon les circonstances, ça peut être une demi-finale. Selon les circonstances, ça peut être un quart de finale. ouais, Voilà, ça, c'est vrai, c'est vrai. voilà, on avait bien élaboré ça, mais c'est totalement juste. Après, il y avait aussi la notion Pereira qui rentre, tu vois. Clairement, clairement. Voilà, mais bon, c'est comme ça. C'est aussi la beauté du MMA, Ouais, c'est qu'il y a ouais, souvent beaucoup d'options, des options auxquelles on ne pense pas, et puis il y a toujours un facteur. À chaque décision que tu prends, surtout à l'UFC, il y a un facteur risque qui est lié. Je veux rester actif, bah ton risque c'est je perds ma position de contender. Je, je reste inactif, j'attends. Bah il y a un autre contender qui est actif et qui me grille la priorité. Donc il y a voilà, c'est des temps de réflexion et selon, enfin voilà, tu fais tes choix, tu connais les risques et tu les acceptes. C'est comme ça que ça marche. exactement. Parfait. Brian, merci beaucoup. À très bientôt, les amis. Abonnez-vous. Ciao, ciao. Ciao!